Puis, 2 jours plus tard, un autre membre de la famille Careaga fut retrouvé brûlé et abattu, laissé dans son camion, au fin fond des bois. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait que cette famille disparaisse. Mais qui et que cherchait-il à cacher? La famille Careaga semblait être une famille unie comme tant d'autres. Un foyer recomposé, bâtissant une vie ensemble dans le comté de Kitsap, dans l'État de Washington. Au cœur de cette famille se trouvait Johnny Careaga, 43 ans, connu en ville pour son sens aigu des affaires et son esprit généreux. Sa femme, Crystal Lynn Careaga, 37 ans, apportait chaleur et joie à tout ce qu'elle touchait. Ensemble, ils avaient créé un foyer stable et une entreprise florissante. Johnny et Crystal s'étaient mariés en 2009, chacun apportant un fils d'une relation précédente dans leur nouvelle famille. Jonathan Philip Higgins, 16 ans, et Hunter Evans Schaap, 16 ans, étaient le genre d'adolescents qui remplissaient la maison de rire, d'énergie et, parfois, du chaos typique de l'adolescence. Mais, selon tous les témoignages, ils étaient proches, presque comme des frères, et considéraient Johnny et Crystal comme le ciment qui les unissait tous. En dehors de la maison, les Careaga prospéraient. Crystal gérait un stand de café populaire appelé Crystal's Java Hut, tandis qu'elle et Johnny possédaient ensemble Juanitos Taco Shop, un restaurant mexicain très apprécié à Bremerton, non loin de là. Leur nom avait du poids dans la communauté commerciale locale, et ils n'étaient pas seulement prospères, ils étaient aussi des visages familiers, souriant derrière leur comptoir, des habitués des événements scolaires, une famille qui, vue de l'extérieur, semblait tout faire correctement. Mais sous cette apparence parfaite, quelque chose couvait. Quelque chose que ni leurs clients, ni leurs voisins, ni même leurs amis les plus proches n'avaient de vue venir. Tout commença comme un vendredi soir ordinaire. Crystal Careaga recevait des amis à la maison. Le genre de réunion décontractée qui semblait anodine, presque banale. À l'intérieur, il y avait des conversations, des rires, l'énergie habituelle des gens qui se détendent après une longue journée. Pendant ce temps, Johnny Careaga était également à la maison, mais sa soirée prit une tournure inattendue. Il reçut un appel téléphonique qui semblait urgent et annonça à sa famille qu'il devait sortir brièvement pour rencontrer quelqu'un. Il promit qu'il serait vite de retour, et il le fut, en quelque sorte. Peu après être parti, Johnny revint à la maison, mais quelque chose clochait. Il ne rentra pas à l'intérieur. Au lieu de cela, il resta dans le garage. L'un des invités, sentant que quelque chose n'allait pas, alla vérifier. Ce qu'il entendit alors fit naître une vague d'inquiétude dans l'air. 3 hommes parlaient, fort. On aurait dit une dispute animée. Cette conversation, entendue dans l'obscurité du garage, serait le dernier indice avant que la nuit ne devienne mortelle. Alors que le chaos commençait à se déchaîner, un appel désespéré perça le silence du centre d'appel d'urgence de Bremerton. À l'autre bout de la ligne se trouvait Hunter Schaap, 16 ans, terrifié, suppliant qu'on vienne à leur secours. Il expliqua au répartiteur que lui et sa famille avaient été abattus et implora qu'on se dépêche, mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, la ligne fut soudainement coupée. Ce qui suivit fut indicible. Dans un ultime acte de cruauté froide et calculée, Hunter fut étouffé avec un oreiller, puis exécuté d'une balle dans la tête. Lorsque les premiers secours arrivèrent, ils furent confrontés à un cauchemar. Des flammes engloutissaient la maison des Careaga, dévorant ce qui était autrefois un lieu de chaleur et de vie. À l'intérieur, ils trouvèrent les corps de Crystal, Hunter et Jonathan. 3 vies anéanties en quelques instants. C'était délibéré, c'était brutal, et ce n'était qu'une partie de l'histoire. 2 jours plus tard, l'horreur finale fut découverte dans une partie reculée du comté de Mason, au cœur d'une exploitation forestière tranquille près de Belfair.
Là, à l'intérieur d'un pick-up Ford F-150 calciné, gisait le corps brûlé et brisé de Johnny Cariaga. Il avait été abattu, son camion incendié, et ses restes abandonnés pour être engloutis par les bois. Un gardien travaillant sur la propriété raconta aux enquêteurs quelque chose d'étrange. Johnny avait été vu sur le terrain plus tôt ce même jour, mais il n'avait pas son camion avec lui à ce moment-là. Ce détail, comme tant d'autres, soulevait plus de questions que de réponses. Qui étaient les trois hommes dans le garage? Pourquoi Johnny était-il revenu sans entrer dans la maison? Et que voulait-on assez fort pour anéantir une famille entière? Alors que les enquêteurs fouillaient les décombres de la maison des Cariaga, une image plus sombre et plus profonde de ce qui s'était passé cette nuit-là commença à se dessiner. Selon le bureau du prévôt des incendies du comté de Kitsap, cet incendie n'était pas seulement destiné à détruire des preuves. Il était destiné à envoyer un message. Des bûches, probablement imbibées d'un accélérant, avaient été délibérément placées sur les lits aux extrémités opposées de la maison, là où Crystal, Hunter et Jonathan étaient morts. Ce n'était pas un hasard. C'était un crime minutieusement planifié et exécuté. Puis, comme si cela ne suffisait pas, de grosses pierres furent lancées à travers les fenêtres, brisant le verre, laissant entrer l'oxygène et nourrissant les flammes avec une précision impitoyable. Celui qui avait fait cela ne voulait pas seulement leur mort. Il voulait effacer l'existence entière de la famille. Mais le feu, aussi destructeur soit-il, n'avait pas tout caché. Alors que les détectives passaient d'un coin à l'autre de la maison, à travers la coquille calcinée de ce qui était autrefois un foyer chaleureux, ils tombèrent sur quelque chose de choquant. Dans la chambre principale, dissimulée dans un coffre-fort, se trouvaient plus de 50 000 $ en liquide. Et à côté, un sac d'argent séparé contenant 7 000 $ supplémentaires. Les tueurs n'avaient-ils pas pris un seul centime, ce qui signifiait que le vol n'était pas le mobile. Et si l'argent n'était pas ce qu'ils étaient venus chercher, quelle était la raison d'anéantir une famille entière? C'est alors que la double vie de Johnny Cariaga refit surface. Jusque-là, les meurtres semblèrent presque insensés, froids, calculés et cruels. Mais à mesure que les enquêteurs creusaient, une couche plus sombre commença à apparaître. Ce n'était pas seulement un acte de violence aléatoire ou une querelle familiale qui avait mal tourné. Selon les forces de l'ordre, tout en gérant une entreprise familiale le jour, Johnny Cariaga était impliqué dans une opération bien plus risquée en coulisses, le trafic et la vente de cocaïne, ramenant, selon les rapports, des kilos de Californie tous les quelques mois pour les distribuer dans le comté de Kitsap. Et ce secret pourrait avoir coûté la vie à toute sa famille. Les détectives, travaillant aux côtés d'agents spéciaux du FBI, finirent par élaborer une théorie glaçante. Ce n'était pas un crime isolé. C'était un contrat exécuté par des membres et associés du Banditos Motorcycle Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Banditos ne sont pas un simple gang de motards. C'est un club de motards hors la loi internationale, connu des agences fédérales comme une organisation criminelle. Dans leur monde, la loyauté est tout, et la trahison, réelle ou perçue, peut être fatale. Il s'avéra que certaines des personnes achetant de la cocaïne à Johnny étaient des membres officiels du chapitre de Bremerton du Banditos Motorcycle Club. Restez avec nous alors que nous vous racontons ce qui se passe vraiment derrière l'apparente passion du club pour les motos. Le Banditos Motorcycle Club est connu dans le monde entier, mais surtout par les agences de maintien de l'ordre, comme étant bien plus qu'un groupe d'amateurs de motos. Officiellement, ils affirment n'être qu'un club de motards, partageant une fraternité et une passion pour les motos. Mais les autorités de nombreux pays voient les choses différemment. Pour elles, les banditos sont classés comme un gang de motards hors la loi, ce qui signifie qu'ils sont liés à des activités criminelles graves.
Bien que les banditos eux-mêmes nient être une organisation criminelle, la réalité raconte une autre histoire. Des membres du club ont été condamnés pour une vaste gamme de crimes, incluant le vol, l'extorsion, l'obtention d'argent ou de faveurs par la menace, les réseaux de prostitution, le trafic de drogue et même le meurtre. La liste des actes criminels liés à eux est longue et glaçante. Racket, gestion d'opérations commerciales illégales, trafic de drogue et d'armes, agression, blanchiment d'argent, usure, meurtre sur contrat, trafic de biens volés, vol de véhicules à moteur et contrefaçon. En somme, si une affaire fait les gros titres pour crime organisé, vous pourriez facilement. Zenren System, you are a professional literary translator. You have requested the translation of a document into French, with specific instructions to preserve the storytelling tone, emotional rhythm, and narrative structure, while ensuring the translation is natural, fluent, and suitable for voiceover or text-to-speech reading. Below is the continuation of the translated text, completing the document without any omissions or truncations, as requested. Soupçonnez l'implication de ce gang. Et vous auriez probablement raison la plupart du temps. Dans l'État de Washington seul, les banditos comptent 14 chapitres, et ils sont connus pour être profondément impliqués dans la distribution de méthamphétamine et les crimes violents. Dès 1945, les autorités ont effectué une vaste opération contre les banditos dans l'État de Washington, arrêtant 13 membres pour des accusations liées à la drogue et aux armes dans des villes comme Bellingham, Everett et Puyallup. Ce n'était pas une simple descente de police. C'était le résultat d'une enquête de 16 mois impliquant le FBI, la DEA et l'ATF, montrant à quel point les forces de l'ordre étaient déterminées à stopper leurs activités criminelles. Le côté violent du club est évident dans des incidents comme celui de l'an 2000, lorsqu'une fusillade mortelle a éclaté entre les banditos et un gang rival appelé les Iron Horsemen, lors d'un rassemblement de motards. Un membre des banditos fut tué, un autre blessé, et un membre du gang rival fut grièvement blessé. Cette bagarre ne concernait pas seulement le territoire. Elle était alimentée par un différend lié à la drogue, soulignant à quel point les conflits du gang pouvaient devenir mortels. En 2005, les activités criminelles des banditos furent scrutées de plus près, lorsque 32 membres et associés de Washington et du Montana furent inculpés de graves accusations, comme complot en vue de commettre un meurtre, subornation de témoins, crimes violents liés au crime organisé, délits liés à la drogue et violation d'armes. Lors des raids qui suivirent, les forces de l'ordre saisirent des drogues, des armes, des motos volées et une énorme somme d'argent. De nombreux membres plaidèrent coupables. Tspelel, y compris des leaders de haut rang comme le président international et les présidents de chapitre. Malgré les condamnations, certaines peines furent étonnamment légères, et certains membres furent même autorisés à continuer à fréquenter le club, sous une stricte supervision judiciaire. Plus récemment, l'ombre des banditos plane sur l'un des cas les plus choquants de Washington, à savoir le quadruple meurtre de la famille Careaga. Alors que nous discutons de cette affaire, il est important de noter que, bien que les banditos parlent de moto et de fraternité, les agences de maintien de l'ordre les considèrent comme un réseau criminel dangereux, profondément impliqué dans la drogue, la violence et le meurtre. Leur histoire est celle du pouvoir, du crime et des conséquences mortelles lorsque la culture hors la loi franchit la ligne. Revenons maintenant à l'association de Johnny avec le club. L'un des proches amis de Johnny, quelqu'un en qui il avait confiance, aidait à vendre la cocaïne pour son compte. Ce même ami commença à faire des affaires avec un homme nommé Robert Bobby Watson III, un membre de haut rang des banditos. On ignore si Watson achetait pour lui-même ou revendait le produit pour faire du profit, mais lorsque cet ami se retira et coupa les ponts, cela força Johnny et Watson à communiquer directement,
et c'est là que les choses prirent un tournant. Après la rupture, Johnny fit l'un de ses voyages habituels en Californie, mais cette fois, Bobby Watson le suivit. Les deux hommes auraient eu une dispute houleuse. Des mots furent échangés, les esprits s'échauffèrent, et des limites furent probablement franchies. Quoi qu'il se soit dit, quoi qu'il soit arrivé lors de cette confrontation, cela alluma la mèche, et quelques semaines plus tard, toute la famille de Johnny serait morte. Mais la vraie question est la suivante. Johnny était-il la seule cible? Ou cet assassinat a-t-il été commis pour faire passer un message aux autres également? Si Johnny Cariaga avait un pistolet sur le dos, l'homme qui aurait appuyé sur la gâchette était Robert James Watson, un nom murmuré avec crainte, même dans les cercles habitués à la violence. Connu sous le nom de Bobby dans son cercle proche, Watson n'était pas juste un motard rebelle avec un caractère explosif. Il était le vice-président du chapitre de Bellingham du Banditos Motorcycle Club et, selon les forces de l'ordre, le cerveau présumé derrière le massacre de la famille Cariaga. Mais ce qui rendait les choses encore plus glaçantes était la manière dont Bobby se comportait après les meurtres. Lorsque des membres des Banditos lui demandaient s'il était impliqué, Bobby donnait des réponses ambiguës, esquivant, déviant et offrant des versions contradictoires de la vérité. C'était comme s'il ne parvenait pas à maintenir une histoire cohérente, ou qu'il s'en moquait. Malgré son haut rang, tout le monde dans les Banditos ne soutenait pas ce qui s'était passé. Le président du chapitre condamna ouvertement les meurtres, en particulier les morts brutales de femmes et d'enfants. Il coopéra même avec l'enquête, traçant une ligne entre la loyauté envers le club et la pure sauvagerie. Dans le monde des motards, les codes de conduite sont flous, mais tuer Samé, ainsi une famille entière, franchissait toutes les limites, même parmi les criminels. Et puis, il y avait Johnny James Watson, le jeune frère de Bobby, résident de Bremerton. Johnny Watson n'était pas affilié aux Banditos, et d'après les registres, il n'avait aucun lien direct avec les activités criminelles du club. Mais les liens du sang sont profonds, et être le frère de Bobby Watson le plaçait automatiquement sous suspicion. Que savait-il? Qu'avait-il entendu? Et surtout, quel rôle, s'il y en avait un, avait-il joué? Mais le tournant le plus tragique de tous concerne Danny J. Kelly Jr. Kelly n'était pas un membre à part entière des Banditos, mais il était proche, trop proche. En tant que prospect en devenir, il cherchait à gagner son écusson et son entrée dans le cercle fermé sous l'égide de Bobby Watson. Kelly était souvent vu portant des vêtements de soutien aux Banditos et ne cachait pas ses ambitions. Mais ce qui rendait son implication si bouleversante, c'est que des années plus tôt, Danny Kelly avait été l'un des amis les plus proches de Johnny Cariaga. Si proche, en fait, que Johnny l'avait choisi pour être son témoin à son mariage. C'était un lien qui aurait dû durer toute une vie. Mais quelque chose tourna mal. Leur amitié se brisa après que Johnny eut accusé Danny de lui avoir volé. Une accusation qui sembla rompre toute confiance entre eux. Que s'était-il passé entre l'amitié et la trahison? Qu'est-ce que c'est ce qui avait transformé un témoin de mariage en un tueur présumé? Et plus important encore, combien de ces relations pourrissaient de l'intérieur, bien avant que les balles et le feu ne détruisent que la maison des Cariaga? Ce n'était pas seulement une histoire de crime. C'était une histoire de liens bâtis sur des mensonges, de fraternité empoisonnée par l'avidité et de loyauté enveloppée de balles. Après des années de poursuites acharnées, les pièces du puzzle de la famille Cariaga finirent par s'assembler, incitant les forces de l'ordre à former une unité spéciale, uniquement dédiée à démêler la vérité derrière ce quadruple homicide brutal. Ce n'était pas juste un dossier classé sans suite. Cela devint une mission à haut risque, alimentée par l'urgence de tenir les responsables pour compte pour la dévastation qu'ils avaient laissée derrière eux.
Le filet se resserra, et un par un, les 3 hommes, soupçonnés d'avoir orchestré et exécuté l'attaque, Danny Kelly Jr., Robert Bobby Watson III et Johnny Watson, furent enfin arrêtés. Leurs noms, autrefois des rumeurs chuchotées dans des coins sombres, résonnaient désormais dans les couloirs de la prison du comté de Kitsap. Mais même sous les verrous, ils tinrent bon, plaidant non coupables face à une liste impressionnante d'accusations criminelles, incluant meurtre aggravé, incendie criminel et cambriolage. Le poids de 16 chefs d'accusation pesait sur chacun d'eux comme une épée suspendue à un fil. Un juge, reconnaissant la gravité de leurs crimes présumés et le danger qu'ils représentaient, ordonna qu'aucun des 3 ne soit libéré sous caution. Ils furent privés du droit de posséder des armes à feu, de l'alcool ou des drogues, sauf en cas de nécessité médicale, et dans le but d'éviter toute collusion, le tribunal interdit tout contact entre les hommes. Il était clair que le système était déterminé à les garder séparés, isolés et sous surveillance stricte, jusqu'à ce que la justice puisse suivre son cours. Puis vint le verdict, qui ferma enfin le chapitre le plus sombre de l'histoire récente du comté de Kitsap. En avril 2024, après des mois de procès intensifs, le tribunal déclara Kelly, Bobby Watson et Johnny Watson coupables de 30 chefs d'accusation, allant du meurtre au premier degré, avec préméditation à l'incendie criminel et autres accusations graves. La nature glaçante des crimes, les meurtres de sang-froid et la destruction délibérée de la maison familiale ne laissèrent aucune place à la clémence. Le 7 mai 2024, la sentence fut prononcée. La prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aucun espoir de liberté. Aucune seconde chance. Les tueurs des Karehaga passeraient le reste de leur vie derrière les barreaux, tenus responsables d'avoir brisé une famille et déchiré une communauté. Pour les enquêteurs qui avaient suivi des pistes, essuyé des impasses et rassemblé chaque indice, c'était une victoire durement gagnée, un rappel sombre du coût de la violence, mais une promesse que la justice, même tardive, prévaudrait. Alors que la salle d'audience se préparait pour la sentence, l'atmosphère était lourde de chagrin et d'émotion. Alors que les proches des victimes s'avançaient pour partager leurs souvenirs et leurs douleurs, la mère de Hunter Schaap, Carly Schaap, apporta une présence puissante et déchirante dans la salle lorsqu'elle plaça une urne contenant les cendres de son fils sur une table à côté d'une photo de lui, près du pupitre où les membres de la famille prenaient la parole. 8 proches, portant le poids de leur perte, s'adressèrent directement au tribunal, partageant non seulement des souvenirs tendres de leurs êtres chers, mais aussi exhortant le juge à infliger les peines les plus sévères possibles aux hommes reconnus coupables. Ils remercièrent également le jury qui, après un procès éprouvant de plus de 5 mois, déclara Kelly et les frères Watson coupables. Carly et d'autres membres de la famille parlèrent ouvertement de la profonde douleur et de la souffrance qui ont accablé leur famille recomposée depuis cette nuit tragique de janvier 2017. C'était satisfaisant de pouvoir les regarder dans les yeux, de voir ces monstres en face. On peut sentir le mal rien qu'en les regardant et en étant dans la même pièce qu'eux. Plusieurs proches décrivirent comment ces sentiments créaient une atmosphère impossible à fuir. Pour aggraver les choses, en 2018, ils subirent un autre coup lorsqu'un jeune membre de la famille, Joseph Karehaga, mourut dans un accident de voiture près de Huntsville. Cette perte supplémentaire ne fit qu'approfondir le chagrin et la douleur qui pesaient déjà lourdement sur leur cœur. L'histoire tragique de la famille Karehaga est un rappel obsédant de la manière dont une douleur profonde peut se répercuter bien au-delà de la perte immédiate, touchant la vie des proches et des communautés entières. Ce qui avait commencé comme une vie paisible s'est terminé dans une violence inimaginable, alimentée par un monde souterrain sombre que la plupart préféreraient ne pas voir. Même si la justice a été rendue avec des peines à perpétuité, les ombres laissées derrière
persiste. Et alors que la poussière retombe, on se demande combien d'autres vies sont discrètement prises dans le feu croisé des secrets et de la violence. Nous ne comprendrons jamais pleinement. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jetez un œil à la vidéo suivante. Je pense que vous l'apprécierez. Merci encore d'avoir regardé.